Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, je m'appelle Virginia Ruiz Villanueva. Je travaille comme professeur assistante à l'Université de Lausanne en Suisse. Je suis géomorphologiste et je suis un des sujets de ma recherche concerne la dynamique des flux naturels. Je travaille ensemble avec 8-9 ans maintenant. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étude que nous avons conduite sur le barrage de Génissia. Tout d'abord, quelques mots concernant les bois flottants dans les réservoirs. Ici, vous voyez, donc, je vous montre les résultats d'une étude effectuée en Suisse où un questionnaire a été distribué à 60 opérateurs de centrales hydrauliques, à tous avec des réservoirs, bien entendu. Il n'y a pas eu d'usine au fil de l'eau. Et la question, dans le questionnaire, on leur demandait donc quel était du bois, donc les bois qui s'accumulaient dans leur barrage et quelle est leur prise quelles mesures de gestion ils appliquaient et s'ils avaient des problèmes de dégâts liés à ces bois. Et comme vous voyez sur cette carte, à chaque point, en fait, est l'emplacement d'un barrage. La plupart d'entre eux, en rouge ou en orange, ce sont les barrages où le bois, en fait, arrive fréquemment et pose quelques problèmes. Et plus de 80% des barrages, en fait, ont des arrivées de bois et la plupart, dans plus de 70%, ils devaient retirer le bois périodiquement. Et donc, 20% rapportaient des problèmes liés et des dégâts liés au bois flotté. C'est un exemple de la Suisse, mais ceci s'applique bien entendu à toutes les régions. Donc, c'est une question commune et je suis certain que ceux qui sont opérateurs de barrage connaissent parfaitement ce type de problème. Donc, quels sont les problèmes lorsque le bois arrive sur un barrage? Par exemple, vous voyez ici, pendant des inondations, par exemple, des grandes quantités de bois peuvent s'accumuler et vous voyez, de former des radeaux et poser des problèmes. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont obturer les déversoirs ou le bois du barrage, et ceci réduit la capacité de décharge. Bien sûr, va causer des très hauts niveaux d'eau dans les réservoirs de stockage, dans les barrages. Donc, il y a deux solutions, donc deux approches. Une, d'abord, reconcevoir les déversoirs des barrages, ce qui n'est pas toujours facile, et l'autre option était en fait de prendre des mesures dans le réservoir approprié avec extraction du bois ou le bloquer en amont. Et c'est souvent, en fait, c'est une rétention en amont ou l'extraction dans le réservoir. À Génissia, comme vous l'avez vu, dans le barrage de Génissia que vous l'avez précédemment, donc le bois arrive dans le barrage est bloqué, mais ceci, bien sûr, offre la possibilité d'analyser ce bois, sa nature. Et comme cela a été dit, comme Hervé l'a dit, il y a beaucoup d'informations que l'on peut extraire de ces bois. On doit simplement développer les bonnes méthodes pour extraire ces informations. Donc, mais la question principale qui se pose concernant ce bois, donc seule question. D'abord, la question, c'est qu'on on va au barrage de Génissia, on voit tous ces bois et tous ces débris. D'abord, d'où vient-il? D'où vient ce bois? Donc, ceci peut sembler comme une question très simple, mais en fait, on ne sait pas véritablement, on ne sait pas d'où vient ce bois, et il ne vient pas s'il vient toujours des mêmes influents, ou est-ce comme Hervé l'a dit, maintenant, on connaît l'origine du bois est importante. Mais la deuxième question, c'est quelle quantité de bois risque d'arriver? À quoi faut-il s'attendre en termes de réception, enfin d'importance du radeau? C'est bien sûr essentiel pour concevoir les mesures de gestion et comprendre lorsque le bois arrive, quel type d'inondation vont fournir, entre guillemets, ce bois, ces bois flottants, et bien sûr, bien se préparer pour gérer des possibles, éviter des dommages et des dégâts. Et une question pour la raison, c'est la flottaison de ce bois. Pendant combien de temps est-ce que ce bois peut flotter avant de couler vers le bas du réservoir? Et là,
Et maintenant, ils savent combien de temps ils ont pour extraire ces bois. Et maintenant, en fait, la réponse à cette question, c'est on peut donc, le doigt donc est la réponse. Et donc, comme je l'ai dit, il faut développer en fait les meilleures méthodes pour extraire ces informations sur le bois. Donc, à Génitia, donc, nous avons suivi l'ordre inversé. Voici la structure de ma présentation. Donc, on regarde ici les caractéristiques du bois et nous pouvons répondre aux questions de combien de temps le bois va flotter, combien de bois sont. Est-ce que des grandes inondations vont apporter des plus grosses pièces de bois en plus grande quantité et d'où vient le bois? Donc, juste pour euh, résumer, la plupart du bois qui arrive à Génitia vient des deux tributaires principaux, de Valsérine et de l'Arve. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent du Rhône lui-même, du fait que le lac de Genève euh, récolte la plupart du bois en amont. Donc, les caractéristiques hydrologiques sont très différentes. L'Arve est beaucoup plus grande, jusqu'à 2000 km², et c'est également une zone glaciaire, donc qui est influencée par la fonte de neige, etc. Alors que le Valsérine est plus petit, il s'agit d'un régime pluvial et qui est influencé par les précipitations. Contrasting Hmm. characteristic. Autre caractéristique qui est importante pour la production de bois, c'est la surface de couverture forestière. Et donc, la partie du Rhône qui contribue à Génitia a une couverture de 30% et la plupart des arbres sont des feuillus. Alors que l'Arve a également 35% de couverture, mais la plupart des arbres sont des conifères et des arbres mixtes. Par contre, Valsérine a beaucoup plus de couverture forestière avec 72%, mais la distribution des espèces est différente. Donc, un tiers est composé de forêts mixtes, un tiers couvert par les conifères et l'autre tiers par les feuillus. Donc, tout le bois est piégé. Donc, le bois ne peut pas voyager en aval et la Compagnie nationale du Rhône doit enlever le bois quand il y en a trop, habituellement après les inondations. Donc, cela peut se produire une fois ou un peu plus qu'une fois par an. Et ensuite, on stocke le bois près du barrage. Donc, depuis 2015, on a peut-être loupé une ou deux extractions, mais on s'est rendu à Génissiac, on s'est rendu aux piles de bois et on a prélevé plusieurs échantillons de bois. Nous avons mesuré le bois, nous les avons pesés et nous avons identifié la variété d'arbres. Et maintenant, je vais vous montrer ce que nous avons fait avec ces informations. Donc, la première question était liée à la flottabilité. Donc, la flottabilité est déterminée par la densité du bois, ce qui dépend de nombreux facteurs, de la variété de l'arbre, le type de bois, l'âge de l'arbre et l'état de décomposition du bois et sur l'humidité, le contenu en eau. Nous avons comparé la densité des bois qui arrivent à Génitia avec le bois vert, donc du bois que nous avons obtenu auprès d'arbres vivement qui venaient d'être coupés. Et comme nous pouvions nous y attendre, nous avons vu que la densité des bois flottés était inférieure. Et donc, le bois dans Génitia, donc cela veut dire que c'est partiellement décomposé.
Mais il s'agissait d'informations très importantes puisque, à l'inverse de la foresterie, la densité de bois n'est pas vraiment évaluée dans les études. Donc, cela nous a donné des informations à ce sujet. Ce qui est important parce que on pouvait voir si le bois allait couler et si oui, quand. Mais également au niveau du transport, nous avons vu dans ce graphique, vous avez la ratio de transport. Donc, à travers donc le transport le long de la rivière. Et donc, ici, la ratio de transport égale à 1 d'un côté et de l'autre côté, vous avez la densité. Et donc, si la densité augmente, le transport est réduit. Donc, si nous avons du bois plus léger ou décomposé, en amont, cela veut dire que le transport sera plus facile. Alors que s'il s'agit d'arbres vivants qui viennent d'être coupés ou tomber, la distance parcourue sera moindre. Nous avons placé des échantillons dans des cuves avec de l'eau et nous les avons mesurés euh, à plusieurs jours d'intervalle de manière continue. Donc, ici, je vous montre, on avait deux processus, mais ici, je vous montre uniquement le processus d'absorption. Donc, la manière dont le bois absorbe l'eau. Et ce que nous avons vu, c'est que la plupart des échantillons coulaient au fond des cuves entre 62 et 140 jours après le début de l'expérimentation. Donc, le bois ne coule pas immédiatement. Il faut un peu de temps pour que la teneur en humidité soit suffisamment élevée afin que la densité fasse que cela coule. Et donc, cela dépend également de la décomposition. On a comparé du bois flotté avec du bois vert. Et ce que nous avons observé, c'est que l'ensemble des conifères continuaient à flotter. Donc, les conifères ne coulaient pas au fond des cuves à la fin de l'expérimentation. Donc, il est essentiel de savoir à quel type de bois nous avons affaire, quel type de bois va arriver au barrage pour définir à quel moment l'extraction doit avoir lieu. Deuxième question portait sur le volume de bois qui pouvait arriver jusqu'au barrage. Donc, dans ce graphique, donc, dans ce graphique, nous avons le volume de bois ici, sur l'axe vertical, et qui n'arrive pas jusqu'au réservoir, mais qui est transporté pendant une inondation. Et ici, nous avons le bassin versant. Donc, la première observation ici, c'est que cette partie des données est très élevée. Cela signifie que la variabilité est très forte. Donc, des bassins versants similaires, et donc il y a des volumes tout à fait semblables de bois transporté. Ici, c'est dans le Rhône. Donc, on peut expliquer cela puisque ce n'est pas une seule inondation. Ce qui est important, c'est l'historique des inondations. Donc, les inondations précédentes et encore plus important, la disponibilité du bois. Donc, nous avons regardé les différents tributaires pour voir lesquels transporter les bois et selon où, quand l'inondation a eu lieu. Donc, ce que nous avons observé, c'est que la contribution relative de chaque tributaire pouvait être semblable. Par exemple, en 2016 et 2007, dans ce graphique, ce que nous voyons, c'est la contribution de la décharge
en pourcentage de valsérine de larves et du on voit que c'est assez similaire, donc ça signifie que les conditions étaient similaires. Mais lorsqu'on voit le volume de bois, les volumes étaient très différents. Par exemple, au mois d'avril, il y avait beaucoup moins de bois que dans les inondations ultérieures. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a des volumes assez semblables. Par exemple, en novembre 2013, au mois de juillet et février 2013 également, des volumes semblables étaient également produits avec des conditions hydrauliques très différentes, donc la présence d'inondations ou non. Donc, encore une fois, si on regarde la contribution des différents tributaires, elles étaient très différentes, alors que les volumes qui arrivaient à organiser à certains endroits étaient assez semblables. Pour finir, si on regarde le volume de bois le plus important qui a été extrait entre 2011 et 2017, il faut actualiser ce graphique et ces informations avec les inondations les plus récentes. Mais au mois de juillet 2015, nous avons eu un pic de bois. Et si on regarde la contribution de chaque tributaire, on voit que les inondations ont affecté surtout la rivière Live. Et donc, on a observé des flux différents et des contributions semblables avec chaque tributaire qui résultait en des volumes de bois similaires. On a également regardé la taille du bois. Maintenant, la plupart du bois est coupé, donc la longueur ne nous donne pas beaucoup d'informations finalement. Quand on extrait le bois du réservoir, le bois est coupé, donc nous sommes contentés d'étudier le diamètre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le diamètre mesuré au cours du temps. Et encore une fois, on voit qu'il y a une grande variabilité et ceci dépend encore une fois des différentes espèces, des différentes variétés d'arbres. Et ici, on voit que le plus gros événement en 2015 n'a pas apporté les bois les plus grands euh, qui ont été observés l'année précédente. Donc, les grosses inondations n'amènent pas forcément du bois de grand volume. Donc, on s'attendait à voir ces résultats. Donc, pour essayer d'améliorer cette ratio que je vous ai montré avant, afin de pouvoir prédire le volume de bois à partir de ce graphique, nous disposons maintenant de davantage d'observations. Donc, on peut faire le lien entre le volume de bois qui arrive au barrage avec la décharge des différents tributaires. Et donc, nous avons une très bonne relation. Donc, il y a une influence assez forte également par cet événement en 2015. Mais comme vous le voyez, nous manquons de données, du moins pour cette période qui est couverte par ces points. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut actualiser avec les données des dernières années. Donc, il nous manque d'informations ici pour faire en sorte que cette ratio soit robuste. Mais ce que l'on voit, c'est que les plus grosses inondations ont donné lieu à des volumes de bois plus importants. Donc, quand nous essayons de combiner toutes ces informations, nous avons fait une analyse multivariée. Donc, sur ce graphique, ce que vous voyez, c'est la combinaison des différents volumes extraits au cours du temps. Donc, ces points bleus liés au volume de bois pendant les prélevés lors des différentes extractions et le flux aux différents bassins versants. Et ici, nous avons la somme du livre et de l'arbre. Et donc, ce que nous voyons, c'est
que l'inondation de 2015 ou le volume extrait en 2015 est plus proche sur ce graphique que les déversements observés dans le Griffe et dans l'Arve. Donc, c'est une autre manière de confirmer ce que nous avons observé auparavant avec la contribution de chaque tributaire. Donc, le bois qui arrive à Génissia dépend fortement de la contribution de chaque tributaire, mais comme je l'ai déjà dit, cela dépend également des flux et la disponibilité du bois le long de ces tributaires. Si on regarde les espèces d'arbres qui sont à l'origine de ce bois, nous pouvons comprendre où a été produit ce bois le long des rivières. Donc, la distribution des espèces varie est différente si on est plus proche de la rivière que si on va plus loin ou plus en altitude dans le bassin versant. Donc, d'habitude, on a les salix, les popus et les anus près de la rivière. Ensuite, on a le chêne et habituellement sur les collines ou les zones plus en altitude, nous avons des conifères. Donc, si nous connaissons la distribution des espèces dans le bois, nous pouvons comprendre si le niveau de l'inondation, si l'inondation n'affectait que les zones proches de la rivière, donc avec l'inondation uniquement des berges de la rivière, ou si l'inondation était suffisamment importante pour inonder les terrasses, ou si l'eau est montée plus haut. Donc, dans ce graphique, ce que nous voyons, c'est le nombre d'espèces ainsi que la distribution des espèces. Donc, la plupart du bois qui arrive à Génissia est composé d'aulnes et de peupliers et de saules. Donc, bien sûr, il s'agit d'arbres qui sont proches des lits de rivière. Donc, on pouvait s'y attendre. Mais nous avons également beaucoup de frênes, donc des arbres qui poussent un peu plus loin de la rivière principale et également une grande quantité de conifères. Et comme nous l'avons déjà vu, donc les conifères sont l'arbre est le plus grand contributeur en termes de conifères. Et donc, si on voit les distributions des espèces au cours du temps, nous voyons qu'il y a une variation. Ces chiffres ne sont pas constants, les proportions ne sont pas constantes au niveau des espèces dans le pine de bois. Si on regarde les cendres, les frênes, pardon, les fraxinus, nous voyons des variations et on voit que c'est lié à l'ampleur de l'inondation. Donc, si on a plus de frênes, on peut s'attendre à ce que cela vienne d'inondations plus importantes. Alors que s'il y a des conifères, comme je l'ai dit, c'est l'arbre qui apporte le plus de conifères et donc on peut supposer que les inondations ont affecté davantage ce tributaire. Donc, un autre moyen pour affecter l'origine du bois sera montré par Harriet après. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Avec toutes ces informations, comment est-ce que nous gérons le bois flotté? Donc, ici, je vous ai montré quelques lignes directives proposées par le comité suisse sur les barrages qui ont récemment, ou il y a 5 ans, ils ont publié ce rapport au sein duquel ils ont résumé les aspects principaux liés à la gestion du bois flotté dans les barrages et les réservoirs, liés à la conception des déversoirs, la probabilité de blocage et les mesures principales. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ils ont proposé une stratégie qui récolte les informations
sur le barrage et au niveau des déversoirs pour déterminer les impacts. Le type de bois, le type d'inondation, le potentiel en bois et l'ensemble des caractéristiques du barrage. Et ils évaluent le danger potentiel lié au bois et selon l'ensemble de ces caractéristiques. Ils proposent 3 stratégies: l'adaptation du déversoir avec la rétention du gros bois ou le passage du bois. Et l'une des conclusions principales de ce rapport est que si les conditions le permettent et que la conception du barrage le permette, il est possible d'empêcher le passage du bois. À Génissière, ce n'est pas possible, bien sûr. Mais ça, c'est lié non seulement à la gestion du bois, mais également aux impacts écologiques que peuvent provoquer ce bois. Donc, on a étudié non seulement les barrages, mais le transport de bois de manière plus générale. Ils ont également publié quelques lignes directives et les résultats d'un projet scientifique qui a eu lieu en Suisse. Et le rapport est disponible en français et en allemand. Et lors de ce projet, nous avons proposé différentes méthodes pour analyser l'origine, les sources de bois, mais également le transport et les dangers potentiels au niveau des infrastructures telles que les ponts. Pour finir, je souhaiterais brièvement évoquer le fait que le régime de bois sera évalué de manière similaire que le régime de flux et de sédiments. Donc, si on considère qu'il y a une fréquence d'événements qui apporte le bois, un volume de bois qui arrive au barrage, et ensuite le temps et la méthode, on peut également utiliser cette approche de régime pour comprendre les dynamiques du bois. Donc, quelques exemples de mesures structurelles que nous pouvons voir dans de nombreux barrages. Par exemple, pour la rétention de bois, nous pouvons utiliser ces barrières flottantes. Mais quand on ne peut pas prendre des mesures au niveau du réservoir, la rétention de bois peut également être mise en place en amont en utilisant ces structures. Une structure très connue, c'est dans cette rivière-ci en Suède. Mais un point important, c'est que ces structures ne sont pas toujours la meilleure stratégie puisque ils peuvent provoquer d'autres problèmes. Nous avons donc besoin de mieux comprendre quelle est l'origine du bois, le transport, son accumulation. Et il faut exploiter ces informations pour concevoir les meilleures stratégies. Cependant, nos connaissances restent limitées encore, donc il nous reste encore à développer les meilleures méthodes et stratégies. Les réservoirs de barrage sont des lieux d'observation uniques qui nous donnent beaucoup d'informations puisqu'ils retiennent le bois et on peut étudier ce bois. Donc, nous appelons aux gestionnaires des barrages à partager leurs informations et nous faisons un appel aux autres pour qu'ils fassent de même, afin d'avoir des informations sur le bois. Donc, pour résumer, les informations dont on peut en tirer, c'est la densité du bois, la quantité de bois liée au déversement, la distribution des variétés des espèces d'arbres et la contribution de chaque arbre qui nous donne énormément d'informations déjà. Et ensuite, définir quelles solutions peuvent être mises en place. Donc, des solutions de rétention au niveau du bassin versant. Donc, il faut également étudier le bassin versant et non seulement le réservoir lui-même. Et si possible, permettre le passage du bois. Merci de votre attention et je serai heureuse de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Virginia, pour cette présentation et
avoir l'opportunité aussi que tu nous fasses partager tout le travail que tu as réalisé sur la Suisse, où la question du bois est une question importante et qui a été déjà largement abordée. Je pense que collectivement, vous avez de l'avance sur la communauté française. Il y a pas mal de questions qui sont posées dans le chat, là, dans le forum de discussion. Je ne sais pas si les uns et les autres souhaitent intervenir. Ou Anita, tu reprends les questions qui sont formulées en anglais? Alors, je vais les prendre. Une question de Georges Olivari qui parle de l'inondation de 2010 sur la Nartubie. Et il indique en fait que dans ce cas, il y avait beaucoup de conifères et de chênes qui ont été transportés et qui venaient d'un éboulement. Et donc pas de l'érosion de la végétation. Donc en fait, est-ce qu'on peut avoir des origines très différentes comme ça? Eh oui, absolument. Il s'agit d'une excellente question puisqu'on n'a pas évoqué les processus qui apportent le bois à Génitia. Donc, à Génitia, le bois provient de l'arve et du Vasserine et surtout de Vankerosen, des zones proches des rivières. Et donc, l'érosion des bords de rivières ou les terres plus hautes. Et très rarement, il est très rare que nous observons les éboulements. Mais bien sûr, ça peut arriver dans tous les bassins versants. Les éboulements, les flux de débris, les avalanches, les éboulis, tout ça porte du bois. Et les glissements de terrain également. Et donc, ça détermine le type de bois qui arrive dans la rivière. Donc, dans ce cas, il y a une activité entre le lien entre les collines et les bords des rivières, c'est très important et on a regardé cela également sur d'autres sites. Deux questions de Nicolas Rabin. La première concernant en fait l'origine du bois. Est-ce qu'on peut dire que la valserine ou l'arve, est-ce que l'un des deux produit plus de bois? Et est-ce qu'il y a également un effet combiné entre les deux bassins versants? Donc, je pense que les deux options sont possibles. Ce que nous avons observé jusqu'à présent, c'est que l'arve, et on ne sait pas si c'est l'arve ou le rive, ou les deux apportent le plus de bois. Mais nous avons des situations d'inondation où le bois est venu surtout de la valserine et une combinaison des deux également. Donc, je pense que la réponse la plus précise, c'est que tout peut arriver. Et cela dépend, bien sûr, des zones affectées par les inondations. Et cela dépend également des inondations précédentes. Donc, par exemple, en 2015, nous avons eu une grande quantité de bois qui arrivait de l'Ar et de l'Ive. Et il n'y avait plus de bois dans la rivière. Et donc, lors de l'inondation suivante qui a affecté l'Arve, ne produira que très peu de bois. Alors que si l'inondation affecte la valserine, là, la valserine va amener beaucoup de bois. Et donc, ce n'est pas très facile de comprendre les dynamiques puisqu'il y a de nombreux facteurs qui comptent. Donc, ce n'est pas juste une inondation unique. Il s'agit de l'inondation au moment donné, l'historique des autres inondations et la disponibilité du bois dans la rivière. Donc, on peut voir les trois situations, la valserine, l'arve et une combinaison des deux. Une autre question, est-ce que finalement les caractéristiques des boisements dans les bassins versants ont été analysées pour mieux comprendre le lien entre ce qui est produit et les sources? I'm not sure if I understood. The characteristics of the wood is used to infer. Est-ce que les boisements forestiers dans les bassins versants
ont été étudiés pour mieux comprendre l'origine du bois? Yes. Oui, tout à fait. Nous venons de commencer une étude de la distribution des espèces, hein, et pour mieux comprendre ceci, bien sûr, il faut d'abord examiner les forêts. Et pour cela, nous commençons maintenant à étudier plus l'état des forêts, non seulement la distribution par espèce, mais également la gestion des forêts, les mesures de la sylviculture, par exemple, hein, dans les forêts, mais le statut des arbres, c'est important. Donc, c'est quelque chose que Javier va étudier pendant sa thèse, son doctorat, et mais c'est tout à fait important, bien entendu. Les sources de bois sont les arbres, donc il faut qu'on les étudie. Donc, Javier, tu veux rajouter?